Bonjour à tous et bienvenue au Combo. Max, il n'était plus que 4 et nous étions 2, alors je te salue. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, Gonzo. En partant, un gars positif comme toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur hier. Je dois reconnaître avec humilité avoir fait une erreur. Quelle erreur? À 3-1, je t'avoue avoir eu une grosse semaine. J'ai travaillé 3 soirs consécutifs jusqu'à environ 10h30. Puis à 3-1 Oilers hier, après 2 périodes, je me suis dit, si cette rencontre est terminée, je suis allé me coucher. Oh. Ma surprise, toi, quand j'ai vu le score ce matin, j'ai fait le saut. J'ai fait le saut parce que nous enregistrons jeudi soir là, pour vous situer dans le temps. Et donc, mercredi soir, après Oilers Stars, deuxième période, je suis allé au dodo, complètement claqué. Et tu me connais, moi, dans la vie, je m'endors pas vite. Et là, pour une rare fois, je me suis endormi vite, tout a bien été. Au moins, ton sommeil a été réparateur, Max. C'est correct. Il a été réparateur. Écoute, je te jure, le score m'a plus frappé qu'un café, en fait. Moi, je m'attendais pas à ça. Je dois te dire, ouais, faites pas ça, mais en même temps, on comprend qu'à la maison, vous vous levez tôt, puis des fois, c'est tough. Après 2 périodes, on peut aller se coucher. Moi, je suis resté debout, Max, parce que, vu que j'ai pris les Stars, je filais pas bien. Puis... C'est juste pour ça que tu filais pas bien? Ouais, puis je peux te dire que je suis allé me coucher à 4-3, par exemple. Oh. Quand ça a fait bing, bang, pouf, là, je suis allé me coucher. À 4-3, t'étais déjà confiant? Ben non, mais là, il commence à être tard, honnêtement. Là. Puis là, je me suis dit, je suis prêt à vivre avec ça. À la limite, ils vont perdre 5-4 en prolongation, mais tu sais, je suis allé me coucher pareil. Je trouvais qu'il était assez tard, fait que je suis allé me coucher. Ça a été une grosse soirée de sport, d'ailleurs. Là. Basket aussi, là, à la fin de match Pacers-Knicks, c'était quelque chose. Ouf! Shai Gilgeous-Alexander qui pointe Reggie Miller. Ouais. D'ailleurs, la NBA, là, y a-t-il une ligue qui semble moins cacher le fait qu'après une couple d'années, peu importe c'est qui le MVP, si c'est le même, on change. J'ai respect à Shai Gilgeous-Alexander, mais quand tu regardes ça, qu'est-ce qui explique que Jokic n'est pas encore MVP cette année, à part que les électeurs sont tannés de voter pour lui? Pour vrai. Écoute, quand tu regardes ça... C'est sa meilleure saison. Fait. C'est la même chose avec LeBron. C'est quasiment la même chose. À un moment donné, c'est comme... on parle... Non, là, un autre. Ouais. Je comprends. C'est un bon sujet. Mais on parle souvent de hockey, puis je le disais cette semaine, je vais le répéter ici dans une courte parenthèse basket. Ne boudez pas la NBA. Tu sais, des fois, dans les entractes, là, des matchs de hockey, il y a moins de matchs de hockey là, ces temps-ci. Là. Zappez, allez juste voir un petit peu le basket. Vous allez voir un super spectacle. On a des bonnes éliminatoires au basket. Il va y avoir un 7e champion de suite. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Un 7e champion différent. Parce qu'il y a un champion à chaque année. Bon point, Max. Pour gagner, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Ouais, exact. Champion de... C'est drôle, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bon pour la ligue et tout ça. Moi j'aime ça. Je t'avoue. Moi, avec, j'aime ça. Le fun. Moi, avec, j'aime ça. J'aimerais pas ça voir Oilers-Panthers cette année. Ceci étant dit, c'est drôle. Hey, c'est drôle. Hey, wow! La LNH puis la NBA sont inversées. Parce que cette année, c'est 3 équipes sur 4 du carré d'as de l'an passé. Puis la LNH prône la parité. On veut tellement. On empêche nos équipes les plus riches de dépenser comme elles le voudraient, sous prétexte d'une parité. Puis 3 équipes sur 4, c'est les mêmes que l'an passé. Les Hurricanes sont l'autre. Puis les Hurricanes, eux aussi, c'est quand même une équipe qui est là, profondément en éliminatoire pour plusieurs années consécutives. Fait qu'est-ce que la parité est morte dans la Ligue nationale de hockey? Prochain sujet. Oh, ouais, c'est un bon sujet. C'est une bonne discussion. Est-ce que, en fait, je vais te dire quelque chose. Est-ce qu'on refera le sujet dans 2 ou 3 ans? Parce que, est-ce que la parité était morte en raison du fait que le plafond était stable? Et là, maintenant, le plafond se remet à augmenter, donc le plancher également. Moi, je suis très curieux de voir l'impact de la montée du plafond salarial sur les performances sur la glace et donc sur les performances de certaines équipes dans la LNH. Ouais, les mauvaises langues diront non, c'est depuis que les équipes qui n'ont pas de taxes d'État se sont rendues compte qu'il n'y avait pas ça, qui utilisent leur avantage, parce que ça pourrait être une 6e finale de suite avec une équipe de la Floride, quand même. Oui. Là, évidemment, il y a les Stars aussi qui sont dans le carré d'as. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui te diront « Aie un bon comptable et tu vas t'arranger. » Moi, je pense que c'est surfait. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut des Panthers, la situation financière ou la situation des impôts en Floride, ça date pas d'il y a 5 ans. Là. C'est comme ça depuis le début du plafond salarial. Ça fait juste 5 ans qu'ils sont bons. Puis, tu sais, honnêtement, là, je trouve que
Pourquoi je défends les Panthers de la Floride? J'aime même pas les Panthers. Mais Bill Zito, là, tu sais, oui, je sais pas, moi, Forsling a signé sur un contrat avantageux. Lundell, le contrat est quand même assez. Tu sais, il y a des gars qui signent à des contrats. Sam Reinhart, c'est un contrat avantageux. Verhage, mais tu sais, il y a des joueurs ramassés au balotage là-dedans, que c'est en Floride qui ont éclos. Sam Reinhart, oui, il jouait bien à Buffalo, mais il était pas du tout le joueur qu'il est présentement. Il avait pas rempli les promesses d'un deuxième choix au total. Même chose pour Sam Bennett. Fait Max, on l'a fait la semaine passée. Mais il faut quand même le donner à Zito, là. On l'a fait la semaine passée, le recensement. C'est quoi? C'était 4 gars qui avaient été repêchés. Là, le reste, c'est Bill Zito. C'est des transactions, c'est le balotage, c'est des signatures, c'est un peu de tout. Fait que, ce qui est cool, c'est que, regarde, tu as 2 équipes de la Floride, puis tu parles de la Floride, l'État. Tu as 2 équipes de la Floride qui ont été construites de manière complètement différente aussi, parce que Tampa Bay a été dominant, mais Tampa Bay est passé par le repêchage et le développement, puis par les rondes tardives aussi. Tandis que c'est pas pantoute le repêchage qui a fait les Panthers de la Floride. C'est Bill Zito, l'architecte, puis il a été très créatif, puis il a été chanceux à travers tout ça. Puis en même temps, là, il retourne en finale d'association, en finale de conférence plutôt. Puis je veux dire, ils ont ajouté Seth Jones, puis ils ont ajouté Brad Marchand, puis ils ajoutent des morceaux aussi à chaque année. Il y en a qui partent comme mon tour est parti. Je veux dire, tu peux pas garder tout le monde. Fait que, non, faut lancer des fleurs à Bill Zito, honnêtement. On est d'accord. Faut le faire. Prends tes fleurs, mon Bill. Exact. Vas-y, mon Bill. Il y a des bons coups qui ont été faits avec les Panthers de la Floride, une équipe qui va mieux, on va le dire, là, qui va mieux, puis qui a été audacieuse. Surtout Bill a été audacieux. Max, ne soyez pas trop audacieux à la maison, par contre. Mise au jeu plus, miseaujeu.com, et vous faites un budget. Même si vous allez vous coucher après la deuxième ou vous regardez la troisième, vous faites un budget. Et vous le respectez également, Ça, c'est une bonne affaire. Et une autre belle habitude, Max, c'est également de continuer à répondre à nos questions de la semaine, nos sondages, et de nous envoyer plein de commentaires. Là. Let's go, on a faim, on a soif, amenez-nous ça. Vous participez de plus en plus également au contenu de l'émission et on vous utilise pour pouvoir rebondir sur tout ça. On a parlé du quatuor et tout le reste. Les gens ont voté cette semaine en grand nombre, Max, pour nous dire qui ils voyaient en finale de la Coupe Stanley. Les gens ont voté en grand nombre. Les gens écoutent en grand nombre, Gonzo. Je tiens à le dire, ça fait, je pense, 4 semaines de suite qu'on atteint des cotes d'écoute très élevés pour le balado et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Alors, merci. À l'instant même, pendant que vous écoutez, pendant que vous faites peut-être à manger, déjeuner, un café, parce que c'est un podcast, c'est la beauté de l'Internet. Vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez, dans l'espace-temps. Alors, pendant que vous écoutez, abonnez-vous et laissez une mention j'aime à ce podcast. C'est super apprécié. Pour ce qui est du sondage, Gonzo, j'ai pas été surpris. moi je le suis un peu, honnêtement. Pas moi. L'écart est grand. C'est vrai que l'écart est grand. Donc, pour ceux qui nous écoutent en format audio, donc la question était quelles équipes iront en finale? Panthers-Oilers. Ce sont les 2 favoris. Panthers-Oilers, donc, a été le choix le plus populaire. J'avoue, par contre, qu'à près de 50%, 47% au moment de la fermeture des votes, c'est quand même élevé. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce sont vraiment les Panthers pour qui les gens ont voté. Parce qu'après Panthers-Oilers, le deuxième choix le plus populaire, c'est Panthers-Stars. Et on est à plus de 70% donc, des 2 choix incluant les Panthers. Donc, à la suite de ça, c'est Hurricanes-Oilers à 16%, Hurricanes-Stars à 13%. Au moment de l'enregistrement de ce balado, ce sont Panthers et Stars qui mènent leurs séries respectives, 1-0 chacun. Lorsqu'on s'est parlé la dernière fois, on n'avait pas encore les corridors complets. Je ne sais pas, toi, tes choix là, au début de la série. Moi, j'avais Panthers en 6 et Oilers en 7. Donc, je suis d'accord avec le choix Panthers-Oilers. Ouais, j'ai Panthers en 6, moi aussi. D'ailleurs, au moment de l'enregistrement, là, il faut le dire, on en reparlera de la série un peu plus tard, là, mais c'est quand même fou, hein, les Hurricanes de la Caroline, cette séquence de 13. 13. Écoutez bien, là, puis c'est pas inventé, là. C'est 13 défaites consécutives en finale de conférence. Ça, c'est 3 balayages et une première défaite, là, parce qu'il y a un deuxième match ce soir, là, mais c'est énorme. Ils se rendent en finale de conférence puis ils ne gagnent plus un match. Ça date pas de 1972, là, c'est comme récent là, pour les Hurricanes de la Caroline. Donc, parenthèse et fin de la parenthèse. J'ai les Panthers en 6, oui, et j'ai les Stars en 6 contre les Oilers. Je sais pas pour toi, mais moi, il a fallu que je retourne pour voir c'était quoi les 2 premiers balayages des Hurricanes. Parce que je me souvenais des 2 plus récents. Oui, mais je ne me rappelais pas. Es-tu allé les voir? C'est 3 balayages, en fait. 1, 2, 3. Ouais, parce que c'est 3 balayages plus le un match. là, ouais. Fait que c'est les deux plus récents dont je me souvenais pas. Il y a les Capitals.
Non, il n'y a pas les Capitals. Non, je pensais que c'était contre les Capitals. Ah non, c'était la ronde précédente quand ça avait été contre les Caps. Fait qu'il y a des Highlanders en 4. C'était pas les Highlanders en 4 qui avaient sorti. Le plus récent, c'est les Panthers, bien sûr. Donc, la première année des 2 ans, parce que l'an passé, c'était les Rangers. Je me rappelle des années, je les ai vus passer. C'était pas 2019, 2020, 2023? C'est 2019, mais en 2019, ce sont les Bruins qui ont battu Ben oui. les Hurricanes pour aller affronter les Blues. Hey, et sinon, je m'en rappelais pas. Faut remonter avant leur longue séquence à rater les éliminatoires. Il avait été balayé par les Pingouins en 2009. Ah, ouais, OK. Hey, dans ma tête, c'était 2019. Je pensais qu'il avait fait 2 finales de conférence de suite. 2009, 2019 et 2023. Ouais. Ah, tu vois, non. Dans ma tête, c'était vraiment les 3 dans les dernières années. Fait que c'est 2009. En 2000, l'autre que tu avais dit, ils ont perdu contre... c'est en 2020 que tu as dit, l'autre? Ils avaient perdu contre les Bruins 4-1 au 2e tour. C'était au 2e tour, ouais. Puis Washington, c'était au 2e tour également, puis c'était pas en 4 du tout. Là. Je me rappelle, c'était la fameuse série d'Ovechkin contre Svechnikov. Puis ça s'était terminé. C'était plus que... C'était une longue série. Mais c'est la même année, mais ça s'était terminé 4-3 au premier tour. C'est ça. 2019. Je pense qu'il y avait 2 matchs d'un côté, 2 matchs de l'autre, puis ça avait été une longue série. Ben oui. Mais en tout cas, ils avaient eux-mêmes balayé les Highlanders la ronde suivante. Voilà. C'était eux qui avaient balayé les Highlanders. Tu vois, la mémoire est une faculté qui oublie. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai les Panthers et les Stars. Oui, mais je suis un peu étonné du résultat des sondages parce que tu vois, oui, je comprends que les Oilers est l'équipe la plus populaire, là, puis tout le monde veut revoir cette série-là, puis ils pensent que les Oilers vont se venger sur l'année passée. Mais quand tu prends seulement la série Oilers-Stars, je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vu et ce que j'entends et ce que je vois, là, c'est que c'est pas mal divisé. Fait que si c'est divisé, comment la marge peut être aussi grande entre la finale Panthers-Oilers et Panthers-Stars? C'est là où je... Moi, personnellement, parce que 3 jours avant, j'aurais dit Panthers-Stars. Ce qui m'a convaincu d'aller avec les Oilers, c'est la façon dont ils ont, passe-moi l'expression, closé la série contre Vegas avec 2 jeux blancs. Tout le monde participe. Retour de Mathias Ekholm. Je me suis dit, mais je vais te poser une question, Max. Je suis d'accord avec ça. Ils sont... Pour vrai, les Oilers vont super bien. Là. Puis là, Skinner qui va avec les 2 blanchissages à la fin de la dernière ronde. Les Oilers jouent très bien. Ils ont cette profondeur puis l'apport des 3e, 4e trio. Tout le monde contribue défensivement. On est sharp aussi. Est-ce que les Oilers ont vraiment rossé Vegas ou Vegas a juste rien fait également? Un mélange des deux. Parce que Vegas n'a pas été bon dans cette série-là. Non. Un mélange des deux. Puis je répète mon argument initial pour les Stars, c'était que contrairement à Vegas et aux Kings la ronde d'avant, Jake Oettinger allait faire le travail. Parce que Aiden Hill, je sais que c'est un gardien qui a gagné la Coupe Stanley. Darcy Kemper a été nommé au Vezina. Il est nommé au Vezina cette saison, mais il a été exécrable dans la série de premier tour. Fait que je pense que ça. Les Oilers ont marqué beaucoup plus de buts que ce qu'ils auraient dû, entre guillemets. Là, autrement dit, leur expected goals était plus bas que ce qu'ils ont marqué parce que les gardiens qu'ils ont affrontés n'ont pas fait le travail. Mais je pense que ça va être une longue série. Je pense que ça va être une longue série. Puis et surtout une bonne série. Ouais, je me suis dit, au final, dans un match numéro 7, donne-moi Connor et Léon. Ben écoute, là, comme on dit au moment de l'enregistrement, on a vu seulement un match là, de cette série-là, mais hier, quand j'ai vu le début du match puis je voyais Connor et Léon voler, j'ai fait « Wow, OK! » Là, je suis dans la chenoute avec ma prédiction des Stars. Là. Je t'avoue qu'il y a une partie de moi qui s'est dit « Hey boy, ça va-tu être 2 finales de conférence en coup de vent? » Mais à l'instant d'une période et demie, là, tu sais. En même temps, regarde, les Stars, c'est un peu ça. Moi, je suis content d'une chose hier. Je suis content que ce soit Séguin qui a marqué, puis je suis content que Duchesne en ait marqué un. Puis je comprends que c'est de l'avantage numérique, puis c'est pas la même chose, mais des gars de même, ils ont juste besoin d'un peu de confiance. Puis Duchesne n'avait pas un but en éliminatoire, puis Séguin, ça allait pas super bien non plus. Que les deux marqués, là, ça peut juste les allumer un petit peu, puis donner confiance, puis tu as besoin... Je le disais aujourd'hui, là, mais tu vas avoir besoin de tout le monde chez les Stars pour battre les Oilers. Parce que les Oilers, c'est une grosse... saison en éliminatoire, à mon avis. Fait que pour le partisan de hockey, c'est juste du positif. Là. Le but de Séguin, hier, j'ai eu une drôle de relation avec le but de Séguin. Ah ouais, parce qu'il a marqué son but en échappé. Ouais. Et avec mes amis, un de mes amis, Joa, a son expression fétiche qui est « Quel vet! » Lui, quand il a un bon vet, là, il aime les vets. Il a tout le temps été comme ça, peu importe l'époque. Il aime les bons vieux vétérans. Puis là, Séguin arrive en échappé, puis il marque son but, puis j'arrive pour écrire « Séguin, quel vet! » Puis là, j'efface mon message, je me dis, calique, j'allais écrire quel vet à Séguin. Le gars est plus jeune que moi. Il est mon année de repêchage. Il est 3 mois plus jeune que moi. Quel vet!
C'est un Non, vet, pas pareil. quel vet! C'est un vet. Non, c'est pas un vet. C'est la fleur de la jeunesse. T'es un vet. T'es un vet. Je sais. T'es Je soon remplace un jeune retraité. Je remplace dans une ligue de bière cet été. OK? J'arrive à la dernière partie où je suis allé remplacer. Là. Mon équipe, ils ont en moyenne entre 20 et 25 ans. Puis j'arrive à la mise au jeu. Puis je regarde le gars en face de moi. Puis là, je regarde, je dis, excuse, t'as quel âge? Il dit, j'ai 19 ans. Ah, Je dis, dis-moi que t'as pas un cours au cégep. Demain, il part à rire. Je dis, ouais. Je dis, oh my God. Difficile. mais t'es bon, man, tu les suis, c'est ça l'important parce que. Moi, les gars qui jouent dans des ligues qui sont avec des jeunes, ils ont de la misère à suivre. Là. Il allait vite. Il allait vite, mais c'est pas juste la vitesse, là. Okay. C'est là que je me suis dit, OK, là, il faut utiliser des skills de vétéran, il faut jouer avec intelligence, le QI hockey. Par exemple, Corey Perry. Exactement. J'ai fait un Corey Perry. Exactement. Corey Perry, non, mais rappelle-toi, il jouait à Montréal. Puis on disait, mon Dieu, ce gars-là, il reste peut-être une année. Puis là, on n'avait pas voulu lui donner un contrat de 2 ans. Il voulait jouer ailleurs. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans? 5 ans? C'était en 2021. 4 autres années. 2021 dans 2025. Fait que... C'est sa 5e année depuis. 5, ouais, c'était 2021. Ah non, parce qu'on est en 4 autres, t'as raison. Ouais. Mais il peut jouer encore, là. Je veux dire, il est encore menaçant, là, ce Corey Perry. Il a appris à jouer sans patiner. C'est un bon skill, pareil. Man, ouais, mais l'intelligence, tu le dis, tu sais. C'est fou. Le sens de l'anticipation et l'intelligence de ce gars-là, c'est quelque chose. OK, on va aller sur les commentaires, Max, tiens. Et on va les intégrer cette semaine, de toute façon, à notre actualité, parce que ça brasse dans la Ligue nationale de hockey. On va parler du Canadien, on va parler du repêchage, qui est la prochaine étape. Oui, on va parler de Toronto, parce que c'est le fun de parler de la débâcle de Toronto. Je pense que la plus grosse réaction que j'ai eue, moi, sur différentes plateformes cette semaine, c'est quand j'ai posté la page frontispice du Hockey News il y a une couple d'années, qui était comme marqué Plan the parade. Plan the parade. Puis là, j'ai vu ça, je me rappelle. Moi, je suis un abonné du Hockey News, fait que je le reçois encore en version papier, Max, d'ailleurs. Wow! Bravo. Ouais, j'ai comme une relation vieille école avec ce magazine-là. J'aime ça m'asseoir et le consommer de cette manière-là. Et il en reste pas beaucoup, là, puis il en reste pas mal le dernier. Bref, tout ça pour dire que Plan the Parade, je m'en rappelle quand je l'ai reçu. Puis tu sais, pour les gens qui comprennent pas trop, c'est que le Hockey News aime ça. Puis on l'avait fait avec les Orioles, ou non, avec les Astros, on l'avait fait au baseball, avec le Sports Illustrated également, en disant, mettons, voici vos champions, je pense que c'était 2018 ou 2019. Puis au hockey, on l'a fait avec les Leafs, marqué planifier la parade. Et on a une page frontispice avec Marner, avec Matthews, avec Nylander. Je pense qu'il y avait Morgan Riley également sur la page. Et c'est ça. Ça s'est juste promené, puis je l'ai juste déposé là, et là, les gens se sont bidonnés. Je me suis posé la question, je te la pose. On dirait qu'à Montréal, les gens ont comme encore plus de fun à rire des Leafs qu'à célébrer les victoires du Canadien. Ah, je n'irais pas jusque-là. Ben non, ou du moins, je dirais pas à Montréal. Je dirais... Ouais, mais dans le reste du Canada au complet. Dans le reste du Canada au complet. Puis en fait, moi, je pense que c'est moins pire à Montréal que dans le reste du Canada. Parce que le Canada anglais a vraiment une relation. Tu sais, TSN, ils disent à la blague que c'est Toronto Sports Network. Ça l'est. Au final, le Canada anglais a un peu, dans son ensemble, la relation à Toronto que le Québec a avec Montréal, mettons, là, dans un cycle de nouvelles, je parle. Tu sais, pour avoir demeuré en région toute ma vie avant d'être à Montréal à l'âge adulte, là, les gens trouvent qu'on accorde tellement d'importance à Montréal. Le Canada anglais a un peu le même phénomène, la même perception de Toronto. Fait que je pense que dans le Canada, dans son ensemble, tu sais, c'est comme quand il y a une équipe canadienne, ton équipe est éliminée souvent, tu sais, il y a bien des gens qui sont capables de se rallier. Tu sais, je pense pas que Calgary va jamais se rallier à Edmonton, là, mais un partisan de Vancouver est capable de se rallier à Ottawa, d'Edmonton, etc. Mais personne n'est capable de se rallier aux Leafs. Non, t'as raison. Puis, tu sais, honnêtement, tu parles de la couverture médiatique, là, je veux dire, on peut les mettre toute la gang là-dedans, là, mais la couverture médiatique au niveau anglophone, dans le rock, là, dans le rest of Canada, je n'inclus pas le Québec là-dedans, c'est que, tu sais, les Jets sont éliminés, les Leafs sont éliminés, ben, les Jets, on va passer 4 minutes, puis les Leafs vont passer 25 minutes. C'est ça, la couverture médiatique des Leafs. C'est complètement fou. C'est pas pour rien qu'on entend les Toronto Sports Network. C'est la réalité, pareil. Mais ça m'a fait bien rire. Fait que je voulais juste amener le plan de parade qui a été drôle cette semaine. Qui était très drôle. Elle est retardée. Elle est encore retardée. Ouais. Puis là, on va voir. Là, de toute façon, on va exploser. Fait que c'est pas grave. Max, on va y aller avec le premier commentaire, tiens, de la semaine et on revient sur les offres hostiles. On revient sur offre hostile versus transaction versus agent libre. Parce qu'il y a Philippe Martin qui disait offre hostile, non, pas sage. Transaction, on perdrait des jeunes quand on est en reconstruction.
Ça n'a pas de sens. Il faut juste un agent libre. Et là, lui, il était très précis dans son agent libre. Un centre, fin trentenaire, pardon. Bon pour les mises en jeu, two-way, peut faire des jeux. J'ai trouvé ça intéressant parce que son commentaire reflétait l'avis de plusieurs personnes cette semaine que, soudainement, c'est comme si les gens avaient les pieds froids à l'idée de laisser aller des jeunes espoirs, des atouts pour faire des acquisitions, parce que c'est comme si les gens, soudainement, le fun du parcours éliminatoire est comme un peu tombé, puis là, on se souvient qu'on est encore dans une reconstruction. Puis, je vais être honnête, c'est un bon commentaire de Philippe, très bon commentaire, mais je suis pas 100% d'accord. Moi, ça me fait pas peur, sacrifier des jeunes, sacrifier un des deux, voire les deux choix repêchage, milieu de ronde, première ronde cette année, si tu fais la bonne acquisition. Puis c'est ça la clé. Exact, c'est ça la clé. Puis il va en avoir d'autres commentaires un peu plus tard, là, mais c'est pour ça que je dis, je comprends d'où il vient avec ça, Philippe, mais je suis pas autant peureux, là, faute d'un meilleur mot, j'ai pas autant peur d'une offre hostile, réfractaire, merci, j'aime mieux ça. Une offre hostile ou une transaction qu'il l'est, par exemple. Ouais, c'est le fun de parler de ça. En fait, c'est le fun échanger parce que c'est là que tu vois le partisan du Canadien, il se situe où? Est-ce que c'est un pro-reconstruction? Est-ce que c'est un gars qui veut gagner tout de suite? À quel point les choix, c'est important? À quel point les jeunes espoirs, c'est important? Parce que, tu sais, c'était un peu ça la conversation de la semaine passée. Puis en même temps, jamais tu vas pouvoir tomber sur un gars qui joue au centre, qui est un deuxième centre, qui a du grit, qui a du sens de la compétition, qui fait tout ce qu'il fait, puis il va falloir que tu donnes. Mais tu ne pourras pas donner les packages comme on entend avec Owen Beck, puis un deuxième pick, puis ça ne marchera pas. Il va falloir que tu sacrifies. Fait que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller là-dedans. Moi, le seul bémol là-dedans, Max, c'est la chronologie de la chose. C'est que les transactions, c'est majoritairement au repêchage. Le 1er juillet, c'est après le repêchage. Donc, est-ce que tu vas laisser passer des opportunités qui se présentent au repêchage avec des peut-être que? Tu peux pas laisser des peut-être que. Surtout, Montréal et la réputation des agents libres. Puis là, on en a beaucoup parlé cette semaine avec les commentaires de Jeff Molson qui disait que Montréal est un marché attrayant. Oui, c'est un marché attrayant. Puis oui, c'est une première reconstruction. Puis Martin Saint-Louis, puis Demidov, puis le jeune noyau. Mais est-ce que tu sens que tu es confiant de pouvoir amener des joueurs et les convaincre de jouer dans le marché de Montréal? C'est pas n'importe qui peut jouer dans le marché de Montréal. Je te pose la question, OK? Ça m'a fait penser à quelque chose, le commentaire. Est-ce que tu crois que les partisans du Canadien ont vu ce qui est arrivé à Ottawa? On est allé chercher Claude Giroux, on est allé chercher Alex DeBrincat. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, quelques années plus tard, Chychrun, c'est un super bon point, là, on réussit à faire les séries. Les Sabres de Buffalo, les Sabres de Buffalo. Les Red Wings de Détroit ont voulu accélérer aussi la reconstruction. Et dans leur cas aussi, à date, ça ne fonctionne pas. Est-ce que le partisan du Canadien regarde ça? C'est tout dans la division, ça, là. Est-ce que le Canadien a peur de ça? Moi, si j'étais partisan du Canadien de Montréal, j'aurais peur. Puis c'est pour ça que moi, je ne suis pas un pro-rapidité non plus. Je trouve que Kent Hughes et Jeff Gorton font un bon boulot. Ils ne rushent rien. Écoute, ça va se placer, tu sais. Une transaction ne veut pas dire non plus. Regardez, là, tu sais, on a parlé de DeBrincat et de Chychrun. Là, on a sacrifié des choix top 10. Là. Ça ne vaut pas la peine. Tu sais, le Canadien a 16-17. Tu sais, on verra, mais honnêtement, moi, je veux aller chercher un deuxième centre, oui, mais parce que c'est tellement du cas par cas, Max. Tu sais, on parlait de Mason McTavish il y a une couple de semaines. Mason McTavish, je suis game de donner beaucoup, mais après, si tu me parles d'un autre nom, tu sais, là, on entend Marco Rossi, il y en a plein, tu sais, c'est différent pour chacun. Est-ce que c'est Marco Rossi? Est-ce que c'est Mason McTavish? Est-ce que c'est Michael Granlund? Est-ce que c'est Matt Duchesne? Chaque, tu sais, est-ce que c'est là Horvat Barzal avec Bergevin et Shanahan qui sont peut-être à... Chaque dossier est différent puis doit être traité différemment. Après, c'est jusqu'à où tu es prêt à aller pour le gars, pour ce qu'il va te donner, sa réputation, son contrat puis l'ensemble de l'œuvre. Autrement dit, c'est que je suis plus ouvert d'esprit que notre ami. Et il y en a un autre qui va un peu dans la même ligne. Okay. C'est Big Papa. 8751. Big Papa. I love it when you call me Big Papa. C'était Biggie, ça. Ouais. Big Papa. Exact. T'es allé à Cypress Hill cette semaine, d'ailleurs. J'ai vu ça passer. Oui, j'ai renoué avec notre bon ami Be Real. Be Real. Big Papa, ce qu'il dit, c'est le Canadien doit repêcher avec ses choix. Doit repêcher. Voire essayer de s'avancer, si possible. Comme l'an dernier, Bear,
Martin, Lakovic, des belles cibles potentielles. Et encore une fois, c'est pas que je suis contre l'idée où je me bute à un désaccord, c'est quand il dit ils doivent faire ça. Si l'offre est bonne, si tu as le joueur que tu veux, puis ça te coûte un, voire les deux choix, mais c'est le joueur que tu veux, puis tu es convaincu, tu y vas. Tu y vas. Si à l'opposé, tu n'as pas ce que tu veux, ben oui, vas-y, repêche. Repêche deux choix. Repêche deux fois. Si un gars que tu as ciblé glisse, peu importe lequel. Ouais. Est-ce que c'est McQueen? Est-ce que c'est un gros bonhomme comme Martin? Je pense pas que ça va arriver, surtout maintenant qu'il a été nommé joueur le plus utile des séries de la LHJMQ, mais si Caleb Desnoyers, soudainement, il est là, 8e. Essaye, garde. En fait, moi, je veux que Kent Hughes et Jeff Gonzo, gardent les yeux ouverts. Ils regardent un peu partout. Ils se promènent, là, les mains dans le dos. Ils sont ouverts d'esprit. Non, mais je pense qu'ils le sont. Maintenant, c'est drôle parce que dans les différents paris, puis on va y venir, là, mais je pensais aux différents duels. Tu as parlé de Porter Martin puis de Caleb Desnoyers. Il y a un duel sur la mise au jeu plus où vous pouvez parier sur qui sera le premier joueur repêché entre Caleb Desnoyers et Porter Martin. Là, Porter Martin joue au championnat du monde senior présentement avec le Canada. Il a été rappelé en raison de la blessure à Bo Horvat. Et Caleb Desnoyers, ben, je veux dire, MVP à son année de repêchage dans la LHJMQ. On s'entend-tu que c'est pas arrivé souvent? Je pense que c'est le 6e au total à avoir fait ça. Le dernier en série, en tout cas, je pense que c'est McKinnon. C'est fou, là. Fait que, mais tu vois, les cotes suivent aussi ce qu'on dit. C'est que là, Caleb Desnoyers est rendu favori entre les deux pour être le premier repêché à 1,65, puis Porter Martin est à 1,85. Honnêtement, pour revenir, je voulais faire la parenthèse entre les deux. Desnoyers, moi, je pense qu'on peut oublier ça. On peut oublier ça. D'ailleurs, vous avez vu les informations. Là, Bill Armstrong était là, du Mammouth de Utah aussi, avec 3 recruteurs. Eux, ils repêchent 4e. Fait que le Canadien de Montréal soit capable de prendre 16-17 pour essayer d'avancer. L'année passée, ça a coûté quoi? Un choix de 2 pour avancer de 26 à 21, quasiment. C'est avec Michael Age. Ça coûte cher. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare de pouvoir avancer dans le top 10. Et très difficile. Si votre cible, c'est Desnoyers, maintenant, c'est pas le top 10, c'est le top 5. Ouais. Parce que, regardez les équipes, on en a parlé la semaine dernière, il y a des équipes comme Nashville, des équipes comme les Flyers, des équipes comme Boston, des équipes comme le Mammouth. C'est des équipes qui vont regarder pour des joueurs de centre, puis c'est exactement là. Après, c'est selon les préférences. Toi, c'est-tu James Hagan, c'est-tu Caleb Desnoyers, c'est-tu un autre? On verra. Mais pour le Canadien de Montréal, ce serait trop cher. Ça fait longtemps. Là. La dernière fois, moi, je me rappelle d'une dernière fois, puis c'est arrivé peut-être une autre fois, là, mais de mémoire comme ça, une dernière fois où il y a un des choix top 10 qui est sorti, on avait échangé Corey Schneider contre le 9e choix au total qui était Bo Horvat. C'est vrai, aux Devils. Aux Devils. Ben, il est devenu Bo Horvat, mais c'était le 9e choix au total et l'encan était au New Jersey. J'étais présent, je me rappelle. Donc, c'est rare qu'on échange des choix de top 10. Maintenant, le Canadien, s'il avance, ça va coûter combien, Max, mettons, d'avancer de numéro 16 à numéro 10? Puis si tu fais ça, c'est parce que tu as ciblé vraiment un gars qui a glissé, comme tu dis. C'est un gars qui a glissé, qui est très haut sur la liste du Canadien de Montréal. Mais tu as le choix de le faire. Tu as plein de choix de deuxième ronde, tu as plein d'espoir que tu peux donner également, mais il faut que ça vaille la peine. Ça m'a vraiment fait bizarre que tu dises que c'était pour Bo Horvat, la transaction Corey Schneider, parce que dans ma tête, c'était pour quelqu'un de pas mal plus jeune que Bo Horvat. C'était 2013, cette transaction-là. Wow! Le temps passe vite. Mais c'est un gros repêchage 2013 quand on regarde, là, quand même. Là. Quel drôle de fin de carrière pour Corey Schneider. Fin de la parenthèse de Corey Schneider. Moi, pour vrai, le Canadien ne fera pas ça. Même moi, pour Caleb Desnoyers, je serais prêt à payer très, très cher. Pour m'avancer au repêchage, exemple, il est encore là, 5e, là, je serais prêt à payer le prix que ça coûte. C'est quoi mais ça n'arrivera pas. Parce que c'est 16-17, puis quoi? Parce que 16-17, c'est un gaming. C'est sûr que c'est 16-17, mais tu vas rajouter quoi à ça pour avancer de 11 rangs? Je ne sais pas quels autres espoirs. Au moins 2 autres de tes meilleurs espoirs, probablement. Pour avancer de 11 rangs au repêchage? Oui, ça coûterait très, très cher. Très, 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 très cher. Mais moi, je suis convaincu. Mais regarde, après ça, il y en a qui arriveraient avec le contre-argument valable que ce serait de mettre beaucoup trop de pression sur un jeune Québécois. T'imagines-tu s'il y avait cette transaction-là? Moi, je pense que cet argument-là, honnêtement, j'ai peut-être des lunettes roses, mais je pense que cet argument-là, pour les prochaines années, va prendre un pas de recul parce que le Canadien est une équipe beaucoup plus profonde et bien nantie et avec des joueurs de qualité. Tu sais, pour prendre l'exemple le plus facile, là, si Jonathan Drouin, à l'âge qu'il avait quand il est arrivé à Montréal, s'amenait dans le contexte actuel, ce serait plus facile.
Je dis pas qu'il réussirait ou quoi que ce soit, mais ce serait plus facile parce qu'il y aurait un moins gros poids sur les épaules d'être le seul à apporter tous les espoirs de l'attaque montréalaise, comme c'était le cas quand il a été repêché. Le Canadien cherchait un héros, Max. Le Canadien cherchait un héros, un sauveur offensif. T'sais. Maintenant, c'est plus le cas. Fait que je suis totalement d'accord avec toi. On cherchait Iron Man à l'époque et aujourd'hui, présentement, on a les futurs Avengers. On a les New Avengers. Tiens, voilà. Ouais. Rendons-nous à destination, mais oui, ça regarde bien. Disons-le ainsi. Mais vu que notre ami veut repêcher, d'ailleurs, tu vois, là, je parlais des différents types, ben ça, c'est un pro-reconstruction également. Il y a des pro-reconstruction qui veulent continuer à repêcher aussi. Qui le Canadien va repêcher? T'sais, on l'a dit la semaine passée, et les cotes bougent, hein, c'est ça de voir. Mettons, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de Justin Carbonneau. Regarde, la cote était à 3,50, puis là, les gens se sont dit, ah ouais, maintenant, 16e, 17e, c'est sûr que Carbonneau va être là, fait que c'est sûr que le Canadien va le prendre. Puis regarde, de 3,50, c'est passé à 2,75. L'influence du combo, ça, Gonzo. Je savais. Ben, quand j'ai dit que quand moi je l'ai interviewé, il sortait d'une entrevue avec le Canadien, le monde se sont dit ha! Bang! Ils sont allés parier, ça a fait baisser la cote. Non, mais blague à part, c'est particulier parce que je regardais l'entièreté des cotes là, et il est le seul là, vraiment à avoir. Tu sais, de 3,50 à 2,75, c'est vraiment une bonne diminution en une semaine alors qu'il n'y a pas eu grand-chose d'autre qui a changé que ça ou d'informations. Fait que d'après moi, c'est vraiment ici un cas de les gens ont parié en masse sur Justin Carbonneau. D'après moi, c'est la raison pourquoi sa cote a autant baissé. Mais la cote est déjà aussi très basse comparativement aux autres parce que pour lui, contrairement à certains autres qui sont sur la liste, c'est à peu près là qu'il devrait sortir. Exact. Il y en a d'autres, mettons, Carter Bear est un gars qui diffère d'une liste à l'autre. Là, je pense que j'ai vu passer la liste de Craig Button cette semaine, je pense qu'il avait 24. Puis c'est pas un mock draft, c'est pas un repêchage simulé, mais c'est ses listes d'espoir. Puis il y en a d'autres qui l'ont top 10. Fait que quand ça diffère comme ça, des fois, c'est un peu plus difficile. Tandis que Carbonneau, quand on regarde majoritairement les listes, il est tout le temps à peu près là entre 15 et 20, ou entre 13 et 20. Fait que c'est directement, chez le Canadien de Montréal, 16 et 17. Donc, tu as deux options. Là. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit le premier choix. Mais je comprends un peu le fait. Puis en même temps, c'est un Québécois. Fait que le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bêter sur le Québécois aussi. Donc, plus d'argent sur le joueur. La cote diminue également. Mais c'est là la difficulté où, tu sais, là, cette année, le Canadien repêche milieu de ronde. Les 3 dernières années, en fait, tu sais, il repêchait premier, 5e. Fait que tu sais pas mal exactement les quelques joueurs qui vont sortir dans ces eaux-là. Puis là, dépendamment de, tu sais, l'an passé, exemple, c'était est-ce que Demidov va se faire repêcher de 2 à 4 ou non? Fait que, tu sais, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire parce qu'au milieu de ronde, moi, je me souviens, c'est 2020, Caden Goulet, si je ne me trompe pas. Puis on avait fait l'émission, parce que 2019, c'est Caulfield, puis 2021, c'est Mailloux. Mais c'est mélange 2019-2020 avec Caulfield et Goulet. C'est ça. Fait que par élimination, c'est 2020. Puis je me souviens pas si c'était dans l'émission du repêchage, c'était une émission, ou en tout cas, mais on avait interviewé André Tourigny, là, comme quasiment, je suis pas mal sûr que c'est à l'émission le soir du repêchage. Okay. On appelle André Tourigny parce qu'il l'avait coaché avec l'équipe Canada. Pour dire, hey, le Canadien vient de repêcher ce gars-là à tel rang, qu'est-ce que t'en penses? Puis, tu connais André Tourigny, que tout le temps, lui, il a pas de fil, du tac au tac, il dit, c'est un steal. Moi, je l'aurais repêché top 10, ce gars-là. Fait que t'es comme, hein? Toi, tu l'aurais repêché top 10? C'est pas, je l'adore, Caden Goulet, mais c'est pas un nom sexy, tu sais, que tu te dis avant le repêchage, comme, Puis lui, comme, non, moi, ce gars-là, pour telle raison, c'est un joueur qui fait bien par. Puis tout ce qu'il nous a décrit de lui à ce moment-là, c'est ce qui est en train d'être dans la Ligue nationale de hockey, tu sais. Fait que, à partir de. Sorti du top 10, là, t'as des gars qui vont se faire repêcher, exemple 11e, que quelqu'un va dire, oh boy, moi, je l'avais 25e. Puis à l'inverse, t'as une équipe qui va être tellement contente de repêcher son gars 20e parce qu'eux, ils l'avaient 12e sur leur liste. Fait que il y a beaucoup plus de variables à prendre en compte et les transactions en plus qui commencent à être un peu plus nombreuses rendues à ce moment-là du draft. Je te dirais que cette année, encore plus, là, mettons, après le top 10, là, ça va un peu partout. Hey, mais c'est drôle. Moi, j'avais envie de dire que cette année, ça va un peu partout, même top 8. Oui. Contrairement aux autres années, tu sais, puis même là pour le premier choix. Ben, exact. Même pour le premier choix, tu sais, je veux dire, oui, tout le monde dit Matthew Schaefer, mais pour une bonne partie de l'année passée, c'était quoi, tu sais? C'était James Higgins tout le temps. Là. James Higgins, des fois, il se retrouve 10e sur certaines listes. Puis Porter Martone également a glissé. Roger McQueen t'en a parlé aussi. Fait que c'est de voir la différence, tu sais,
la variation. Tu sais, Michael Misa, il y en a qui l'ont premier. C'est drôle, cette semaine, j'ai attrapé Pierre Dorion en entrevue qui racontait un peu les coulisses du repêchage de Lafrenière, tout cela, tu sais. Puis il expliquait un peu la genèse des réunions où les gens s'installent, puis que là, tous les recruteurs parlent. Puis il disait, moi, il y avait beaucoup de mes recruteurs qui avaient Stützle en avant de Lafrenière cette année-là. Puis finalement, ils ont repêché Stützle, là, mais sur leur liste, Stützle, pour plusieurs, était devant Lafrenière. Fait que chaque équipe a sa liste. Puis oui, cette année, c'est vrai que c'est pas mal plus ouvert que certaines années où c'est clair que tel gars est premier, le deuxième, troisième. L'année passée, c'était clair, c'était qui le premier. Après, c'était ouvert. Bédard, c'était la même affaire. L'année prochaine, oubliez ça, Gavin McKenna. Mais il y a des années où c'est un peu plus ouvert. Et cette année, pour elle, je veux dire, là, il commence à avoir un certain consensus autour de Matthew Schaefer. Là, mais j'ai envie d'inclure le premier rang là-dedans. Là, du moins, le top 3, là. Je pense qu'il y a 7 joueurs que je vais pas tomber en bas de ma chaise s'ils repêchaient de 1 à 3, tu sais, ou mettons au moins 2 à 3, tu sais, parce que Schaefer, mais après ça, tu as parlé de Misha, Porter Martin, James Hagan, Anton Frondell. Moi, Desnoyers, je suis pas surpris si ça fait un Beckett Seneca de l'an passé puis qui est repêché carrément 3e au total. Puis même Roger McQueen, un gars comme ça de 6 pieds 5 là, qui commence à chuter un peu, je pense pas que ça va arriver, non, mais je suis pas surpris. Mais je suis pas surpris si, exemple, Nashville le choisit 5e au total. Ouais, puis c'est un effet domino aussi. Je veux dire, après, tu sais, comme tu dis, si Caleb Desnoyers sort 4 au Mammouth, ben là, OK, certaines personnes qui avaient des noyés, mettons, puis qui pensaient qu'ils étaient capables de l'avoir, vont devoir changer de plan. Là, est-ce qu'ils vont se dire, OK, on n'a pas des noyés, on va y aller avec Frondell s'il est encore là, on va y aller avec James Higgins, est-ce qu'on voulait aller chercher un joueur de centre, on va y aller avec un. Est-ce qu'il y a une équipe qui transige? Tu sais, des fois, il y a une équipe qui fait ça, elle a son joueur, exemple, 5e au total. Le Canadien, l'année de Dubois, semble-t-il que la grosse rumeur qui a toujours persisté depuis ce temps-là, ça a été que le Canadien avait un deal sur la table que si Pierre-Luc Dubois passait le 3e rang, on faisait une transaction puis on allait utiliser ce choix-là pour repêcher Pierre-Luc Dubois. Puis finalement, Columbus, à la surprise d'à peu près tout le monde cette année-là, repêche Dubois puis la transaction a avorté. T'sais. Fait qu'il peut arriver ce genre d'affaires-là aussi. Ouais, puis moi, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant cette année parce que à chaque fois, on se dit tout le temps, si, mettons, une équipe qui est je dis n'importe quoi, là, qui est 7e ou 8e, puis qui voit que c'est lui son gars, tu vas-tu prendre une chance, tu ne prendras pas une chance dans un repêchage qui est ouvert comme ça. Fait qu'est-ce que ça va diminuer les transactions ou ça va les multiplier? Tu me suis? C'est là où ça devient... je sais pas. Je suis très curieux. Moi tu sais, j'adore le repêchage, là. Fait qu'à chaque année, on est capable de trouver son compte. Là, le Canadien de Montréal qui repêche 2 fois 16-17, c'est tout le temps le fun. Là. Puis il y a des bons joueurs quand même là, dans ce coin-là. Fait qu'est-ce qu'ils vont les échanger? Est-ce qu'ils vont les monnayer pour avancer? Ça va être super intéressant. Ouais. Super intéressant. Max, un autre sujet qui a beaucoup fait réagir cette semaine, on a parlé de la débâcle du côté de Toronto. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui voulait nous passer son commentaire de la semaine sur un joueur des Leafs. Il est tout simple. Ah ouais, vas-y donc. Tout simple. Marner à Montréal, ça serait insane, nous dit Julien. Mais je l'ai pris parce que ça m'a vraiment fait rire, parce que à la suite de ça, il y avait un débat sous ce commentaire-là. Puis, ça sera pas surpris Marner. Ben oui, mais c'est parce que tu seras pas surpris d'apprendre que pour un Julien qui voit le talent de Mitch Marner puis qui se dit, ben oui, t'en as un autre qui dit, ben non, c'est un choker. Fait que là, ça se relance la balle et tout ça. Prendrais-tu Marner à Montréal? Dans le contexte du Canadien, là, prendrais-tu Marner à Montréal? Honnêtement, tu sais, on en a parlé cette semaine, je trouve que c'est un bon talker, c'est un bon sujet, Mitch Marner, parce que de un, ça fait réagir parce que c'est un joueur des Leafs, puis honnêtement, oui, on en parle, mais tu sais, la décision ultime, et la vraie question à travers tout ça, je ne veux pas désamorcer, mais c'est est-ce que Mitch Marner voudrait venir jouer à Montréal, tu sais? Est-ce qu'il veut rester au Canada? Il y a des rumeurs qu'il veut carrément aller jouer aux États-Unis, ce qui est un peu décevant d'un joueur canadien, je t'avoue si c'est le cas. Mais Max, il sort du four à Toronto, tu sais, je veux dire... Mais on vient de le dire, c'est Toronto. Oui, mais je peux pas y en vouloir, tu sais, puis en tout cas, on parlera des destinations possibles là, après, mais la question, est-ce que le Canadien, là, c'est une équipe qui doit faire l'appel pareil, ça coûte combien? Oui, exact. Es-tu ouvert, es-tu pas ouvert? Tu fais tes devoirs. Kent Hughes et Jeff Gorton vont faire leurs devoirs. Souvent, j'inverse les prénoms, c'est pour ça que je me suis arrêté. Mais, Jeff Hughes et Kent Gorton. C'est ça. Kent Hughes et Jeff Gorton, ils font leurs devoirs, puis
j'ai confiance. Ils vont contacter Cam Marner. Puis surtout, en fait, tu sais, les gens font beaucoup le lien du commentaire de Jeff Gorton. Est-ce que ce sera un joueur, un allié, non pas un centre qui sera la locomotive? Oui, Mitch Marner n'a pas le profil quand on entend le bilan du Canadien de Montréal puis on dit qu'on veut se grossir, on veut du sens de la compétition, on veut ci, on veut ça. Ça reste un joueur élite de la Ligue nationale de hockey. Fait que tu fais tes devoirs. Après, l'autre point, puis je te laisserai réagir après, c'est que au niveau de ta hiérarchie salariale, si tu vas chercher un gars à 13-14 millions pour 7 ans, quand tu as parlé de Suzuki, Caulfield, Slav, puis Goulet, puis ci, puis ça, puis là que tu as Lane Hudson à signer, éventuellement des Midov, si tu t'en vas barouetter ça pour donner le double à Marner, il faut que tu saches qu'il y aura des conséquences également. Le gars vient de faire 100 points quand même, par contre. Là. Fait que, oui. Moi, ça, là, je pense... En tout cas, moi, c'est parce que la hiérarchie... Je commence à être un peu tanné de la hiérarchie salariale. Je pense vraiment que les gens ont surestimé... Ouais, mais je pense vraiment que les gens ont surestimé le fait que... Je pense que Kent Hughes a juste été brillant dans le sens où, quand il parlait de hiérarchie salariale, c'était une façon de dire poliment à tous les joueurs à ce moment-là qui étaient dans l'organisation, il n'y a aucun d'entre vous qui est meilleur que Nick Suzuki. Fait que vous n'allez pas prendre plus que Nick Suzuki. Fait que quand j'entends des gens dire « Ah, la hiérarchie salariale, Kent Hughes va réussir à signer Lane Hudson pour 7,8 », regardez, ça va me faire plaisir de dire « Wow! » si jamais ça arrive. Mais non, là maintenant, il y a un Lane Hudson qui, lui, mérite plus que ça. Tu risques d'avoir un Demidov qui va mériter plus que ça. Et si tu as un... De toute façon, je pense pas que ça arrive. Je vais être bien honnête. Là. Je pense pas que ça arrive. Si tu avais un Marner qui arrivait, qui vient de faire 100 points, qui est dans la fleur de l'âge, il mérite plus que ça. Fait que la hiérarchie salariale ne me fait pas peur. Par contre, là où je te rejoins, c'est que quand tu regardes dans le futur et que là, tu dis whoopelay, parce qu'il va avoir des gros contrats, comment tu vas être capable de faire cadrer ça? Et je pense pas que ça fit. Mais je suis d'accord avec toi. Le Canadien de Montréal n'a pas le luxe de ne pas au moins placer l'appel. Hey, tu places l'appel. Tu places l'appel, puis... Tu sais, autre chose au niveau de tout ça, c'est que c'est beau, là, la hiérarchie salariale, mais c'était dans un temps où le plafond était stable. Maintenant, on a toutes les données au niveau du plafond, puis ça monte par 10 millions par année. Fait que, tu sais, il y a juste une chose, si le Canadien de Montréal est pour signer un joueur autonome comme ça ne pourra pas se faire, là, mais tu sais, il aurait fallu quand même que tu signes quasiment Lane Hudson avant de signer ton joueur autonome pour pas que ça ait un impact, parce que c'est sûr que si tu avais à signer, puis là, moi non plus, j'y crois pas, le Marner à Montréal, mais si tu avais à signer Mitch Marner avant Lane Hudson, ben, le contrat, même si c'est pas la même chose, pas en tout, un attaquant versus un défenseur avec deux joueurs complètement, une autonomie complète versus pas une autonomie, ça va avoir un impact pareil là, dans l'équipe. Fait, moi, ça me fait pas que ça me fait rire, mais quand j'entends, je trouve qu'il y a une majorité des gens, puis c'est drôle parce que cette semaine, on a fait le sondage à la radio, puis veux-tu savoir c'était combien le résultat final? La question était toute simple. Est-ce que vous voulez que le Canadien offre un contrat à Mitch Marner? Pas il vient de jouer à Montréal. Veux-tu que le Canadien offre un contrat à Mitch Marner? C'est quoi le résultat? Je ne l'ai pas pogné, mais si je te laisse deviner. Essayer de deviner. D'après moi, c'est un retentissant et largement majoritaire non 80-20. Ça a fini 50-50. Hein? 50-50. T'es sérieux? Wow, je suis surpris. J'ai été complètement... Puis c'est là que tu vois la différence quand même. Non, les gens sont capables de comprendre que Mitch Marner, c'est un joueur élite. OK. Puis en même temps, les gens font le bout de chemin en se disant, ben non, ils font leur devoir. S'il y a un joueur qui est disponible de 100 points, tu places l'appel. Tu veux pas, tu lui dis, hey, tu t'en viens jouer avec des Midov, on a quelque chose de... Après, comme je dis, moi, je pense qu'il va aller jouer ailleurs là, parce qu'il va vouloir la tranquillité d'esprit. Mais tu fais tes devoirs. Et d'ailleurs, je parle de la tranquillité d'esprit. Pour toi, qui est le favori ou tu le vois débarquer où, Mitch Marner? S'il y avait des cotes, là, mettons, là, sur voici la prochaine destination de Mitch Marner. D'ailleurs, ça risque de peut-être arriver dans les prochaines semaines. Là. On travaille là-dessus avec les jeunes mises au jeu pour avoir des offres de paris avec des équipes. Habituellement, quand il y a une question comme ça, l'équipe actuelle est pas mal toujours largement favori, right? Ouais. Je pense pas que Toronto va être favori. Qui serait favori d'abord? Je pense une équipe comme Chicago, Anaheim. On entend beaucoup l'Utah. Je t'avoue que je suis pas sûr de comprendre pourquoi on entend autant l'Utah. Moi, c'est mon favori. Moi, si je pouvais mettre un montant, je dirais sur le mammouth de Utah, ouais. OK, pourquoi l'Utah? Je suis curieux. Parce que, de passer d'un marché comme Toronto au Utah, tu changes d'association, tu t'en vas loin, puis tu es correct. Là, c'est un marché aussi qui est assez anonyme pour le hockey, mais aussi parce que Ryan Smith, le propriétaire, a dit qu'il allait dépenser.
tu as besoin d'un poster boy, tu as besoin de quelqu'un qui est là. Ils ont un bon jeune noyau, Utah aussi. Tu as Cooley, tu as Keller, tu as Gunter, tu as plein de joueurs qui s'en viennent. Fait que Mitch Marner qui débarque là-bas dans l'anonymat, qui va être le poster boy, on veut dépenser, on veut avancer. C'est une belle ville, let's go, non? Ils ont 22,3 millions en ce moment disponibles. Ben oui, il y a de la place. Ils n'ont pas un particulièrement gros agent libre avec restriction à prolonger cette année. Écoute, ça se pourrait. Moi, je te le dis, là, Utah va être dans le mix. Utah va être dans le mix pour Mitch Marner, c'est sûr et certain. Moi, là, je te pose une question sur une équipe qu'on entend tout le temps, puis ça m'étonne un peu. C'est les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh, oui, Kyle Dubas, Mitch Marner, on connaît la connexion, mais vraiment, je veux dire, donner 13 ou 14 millions à un gars comme Mitch Marner, puis surtout, est-ce que Mitch Marner va vouloir débarquer à Pittsburgh pour 7 ans quand il sait qu'il reste à peu près 1 an et demi de Crosby ou 2 ans au mieux, le temps, Malkin, Carlson, puis qu'après, pour, mettons, 5 ans ou 4 ans de son contrat, il va être tout seul, mais je le répète, tout seul, il n'y a plus rien à Pittsburgh, là. Moi, si tu me demandes ce que je veux qu'il arrive, honnêtement, c'est ça. J'aimerais vraiment voir Mitch Marner à Pittsburgh. Puis, tu le dis, le rapprochement est facile avec Kyle Dubas. Après ça, il a joué un peu avec Sid à la confrontation des 4 nations. Puis là, tu lui vends le rêve d'être celui qui aide Sid à gagner sa dernière coupe, blablabla. Oh, mais il fait quoi pour la deuxième portion, Max? Mais là où je te rejoins, c'est que je vois mal comment après ça, il va ronger son frein longtemps. Là. Il va s'ennuyer comme Seth Jones, finalement, s'est ennuyé avec les Blackhawks de Chicago. Fait que je pense pas que ça va arriver. Puis, vois-tu, moi, à l'inverse, OK? Anaheim, j'y crois, parce qu'on a l'argent, nouvel entraîneur, puis je pense qu'Anaheim, vraiment, là, avec Mitch Marner, je pense qu'Anaheim fait les séries l'an prochain. Fait que je pense, puis là, c'est une équipe en montée, je pense qu'on ferait un gros step. Ça aussi, c'est une autre équipe qui a un bon noyau de jeunes. On parle de Utah, on parle d'Anaheim. Anaheim, pour moi, là, c'est une des plus belles équipes. Tu as des espoirs à toutes les positions. J'aime beaucoup ce que les Ducks ont fait. En fait, Mitch Marner réaliserait mon rêve s'il signait à Anaheim. Ils ont ramené l'ancien logo, fait que là, ils sont redevenus beaux. Tu t'en vas vivre en Californie. Right back where we started from, California, here I come, welcome to the OC, B, et je dis pas le reste du mot. Mais Anaheim, ça a dans l'heure. Mais moi, c'est quand j'entends beaucoup parler de Chicago puis San Jose, à moins vraiment qu'ils fassent un Johnny Gaudreau qui le repose en paix, qui avait pris tout le monde par surprise en allant à Columbus, je trouve que San Jose, il est 1 an ou 2 trop tôt pour aller là pour un gars de sa trempe. Oui, il amènerait l'équipe à un autre niveau, mais contrairement à Anaheim, je pense pas que San Jose est à un Mitch Marner de faire les séries l'an prochain. Après ça, c'est l'inverse de Pittsburgh. Après ça, pour l'an 3 à 7 du contrat, probablement que cette équipe-là compétitionne pour la coupe très souvent, puis good, mais il est trop tôt. Puis Chicago, il est beaucoup trop tôt. Il est 3 ans trop tôt pour Chicago, fait que j'y crois pas. Ouais, Chicago, on avait entendu beaucoup les rumeurs de Kirill Kaprizov. On sait qu'ils vont vouloir faire un splash. Est-ce que ça passe par Mitch Marner? Possiblement. Tu sais, moi, si j'avais regardé, là, mettons, Toronto, je l'élimine. Même s'il est encore là, je le vois pas rester à Toronto avec tout Je pense que c'est fini, Toronto. On le rappelle, vraiment, c'est fini. Ils ont quand même demandé de lever sa clause d'un échange pour Rantanen. Je te pose la question. Est-ce que, pour moi, sans l'ombre d'un doute, la seconde où il tombe agent libre, il est le plus gros agent libre sans restriction depuis Tavares. Qui est venu en premier, Tavares ou Panarin, c'est 19? Je pense que Panarin, c'est 2019. Donc, ce serait Panarin. Ouais, OK. Fait que depuis Panarin. Ouais. Ben oui, ça l'est. Panarin, c'est un gars de 100 points. C'est un gars qui est... Je suis d'accord, ouais, ce serait... Ben, en tout cas, on peut se dire que c'est le plus gros depuis Panarin et Tavares. Ouais, c'est 19 Panarin. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est quoi? Moi, j'adore Artemi Panarin. Puis je prends Artemi Panarin avant John Tavares dans mon équipe n'importe quand. Ouais. Mais Panarin ou Marner? Tant qu'à moi, c'est le même joueur, j'ai envie de dire. Pour vrai, quand tu y penses, c'est quasiment la bande. Panarin depuis 2 ans qui marque plus de buts que Marner. C'est quand même un nommé au trophée Hart, Panarin. Fait que respect pour ça. Mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, Panarin, version Chicago et Columbus, il a vraiment atteint un autre niveau à New York. Puis je pense que quand il était agent libre, oui, c'était gros, mais pas autant que le star power de Tavares. C'est que tout le monde se disait, un joueur de centre de franchise est disponible. Fait que j'ai envie de dire, c'est pour ça que d'une certaine façon, je trouve quasiment que c'est le plus gros depuis Tavares dans cette optique-là. Même si dans le résultat, tu sais, je veux dire, le résultat Panarin à New York, je sais pas si tu es d'accord avec moi, est un meilleur résultat que Tavares à Toronto. Fait que...
Ouais. Je trouve ça, tu sais, c'est intéressant. Parce que, bon, Panarin a 33, là, Marner a 28. Mais je suis allé voir pour le fun parce qu'on dit souvent, ah, Marner, il choke en série, Marner choke en série. Il est 63 en 70, OK? Panarin aussi, là, il doit être sur le point par match. Là. Mais exactement, je suis allé voir Panarin. Panarin, il est 61 en 73. C'est pour ça que je te dis, dans ma tête, c'est le même joueur, identique. même style, ailier très, très offensif, qui est comme, tu sais, pas le plus gros des bonhommes, ils sont quand même grands, mais longilignes. Mais Panarin mettons, tu sais, c'est sûr qu'il y a 50 plus, mais il y a aussi comme, depuis qu'il est arrivé avec les New York, avec les Rangers, c'est toutes des saisons du point par match. Là. Puis la plus basse saison qu'il a fait, c'est 58, mais c'est en 42. Sinon, c'est 96, 92, 120, 89, 95. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quel joueur. Honnêtement, là, moi, je pense que tu y vas avec l'Utah pour ton favori? Oui, Utah, c'est mon choix. Mon favori, c'est Anaheim, je pense. Utah n'a pas la meilleure cote en plus, fait que c'est là où ça devient intéressant pour Marner. Ben, c'est ce qu'on va voir probablement dans les prochains jours. Ah, on va travailler là-dessus, Max. On va envoyer des petits courriels, on va faire passer des petits appels, puis on est en train de faire des Penses-tu que Toronto va être favori? Moi, je pense pas que Toronto est favori. Là. Ouais, mais c'est qui le favori d'abord? OK, il y a notre choix. Là. Mettons, moi, j'ai pris Utah pour mon choix, mais si je me pose la question qui est favori, c'est tough si c'est pas l'équipe actuelle. Je pense pas que je me trompe avec un pick comme Anaheim. Moi, je pense qu'il va avoir Pittsburgh. Je pense qu'il va y avoir 2-3 clubs, OK, là, comme Anaheim, Chicago, on entend tellement parler de Chicago, puis peut-être Utah ou San Jose qui vont être co-favoris. C'est qui le favori de Mitch Marner? On vous pose la question. Honnêtement, envoyez-nous vos suggestions. C'est qui l'équipe? En commentaire. Ouais, mettons l'équipe qui va avoir la plus petite cote quand le pari sera là. C'est bon, ça. Bonne question. Canadien, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est pas Toronto. Le Canadien est même pas top 5. Le Canadien est pas top 8. Oh, il est top 8. Il est pas top 5, mais il est top 8. Il est pas top 8. T'es la seule personne dans ma vie que je connais qui fait des top 8. Ben, c'est parce que toi aussi, t'es la seule personne dans ma vie que je connais qui fait des top 8. Fait que... It's our thing! Ouais, je sais, mais c'est venu de toi initialement, je pense, par exemple. Ouais, je sais, je me souviens pas pourquoi, mais effectivement. Ouais, c'est là que j'ai fait top 8. Prends un chiffron, man. Top 5 ou top 10, mais top 8? C'est bizarre. Tu commandes 3 quarts de pizza des fois ou tu commandes une pizza au complet? Oh non, je commande des belles grosses pizzas. Justement, je commence à avoir faim, ça peut être une pizza. Moi, je commence à avoir faim. Ma bonne est là, ça. Une petite mise à jour pour la Coupe Stanley. On a vu les finales un peu plus tôt là, avec les résultats du sondage, mais ça bouge un peu au moment de l'enregistrement, on vous le rappelle. Il y a un match de jouer dans chacune des séries. Donc, les Stars mènent 1-0 la série dans l'Ouest et également les Panthers de la Floride qui mènent la série 1-0. De là, les cotes qui ont beaucoup changé. Si tu avais à placer $1 aujourd'hui, Max, tu le placerais sur qui? Les Oilers. Strictement. La cote est belle à 4,25 en plus. Strictement à raison de la cote parce que là, à 2,60, oubliez les... Je pense qu'à ce stade-ci, je le répète, mais j'attends de voir si l'équipe que je pense vraiment qui va gagner tombe en retard. Puis là, bang! C'est exact. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais, c'est la stratégie. Parce que sinon, j'aimerais beaucoup mieux être dans la situation de quelqu'un présentement qui a pris une de ces équipes-là tôt en série, puis d'attendre. Ben, tu vois, moi, je veux dire, avant le début de la série, c'est pour ça que je me disais Dallas à 4 fois la mise, j'aimais beaucoup. Parce que j'ai pris Dallas pour battre les Oilers. Mais ce qui me fait capoter, c'est de voir qu'avec seulement une victoire, puis tu sais, je m'attends à un split en plus à Dallas. Fait que, mettons, les Oilers gagnent le prochain match, est-ce que la cote va remonter à 4? Parce que les Stars à 2,75, j'y touche pas. Mais les Stars à 4, let's go. Je vais te partager ma plus grosse surprise, c'est qu'en ce moment, dans cette série-là, si vous y allez également avec le nombre de matchs, ben oui. c'est Dallas en 5 qui est maintenant favori à 4,75. En 5, j'aurais cru en 6, en 7, non, en 5. Ça pour vrai, c'est une anomalie, là, je suis désolé. Puis de 2, la cote des Oilers gagnant de la série à 2,50 versus 1,53 après une seule victoire. Ouais. Ah non, j'embarque. Honnêtement, je trouve que j'ai pris les Stars, mais je les prendrais jamais à 1,53. Et surtout pas en 5. Écoute, si cette série-là se termine en 5, je tombe en bas de ma chaise. Non, ça s'en va en 6 ou en 7. En 6, c'est le minimum. Là. Moi, je suis pas mal sûr que ça s'en va en 7. Puis de l'autre côté, est-ce que la différence est aussi grande entre les Oilers et les Stars au niveau des cotes? Entre les Panthers et les Hurricanes, tu veux dire? Ouais. Non, mais je parle, est-ce qu'elle est aussi grande que la différence entre les Oilers et les Stars? Elle est plus grande. 1,40 à 2,90. On ne vend plus chèrement la peau des Hurricanes. Puis je suis d'accord. Je pense pas que ça va être un autre balayage. Là. Non. Mais ça, vois-tu, je suis pas...
Ben en fait, ça c'est drôle, hein, parce que Panthers en 6 est favori ici. C'est bizarre. Moi, je prendrais les Panthers en 5. À Moi, je prendrais 4,75. aussi là. les Panthers en 5. Je pense que, là, on le dit au moment de l'enregistrement quand même, là, mais je pense que les Hurricanes qui ont été dominants complètement à la maison cette saison, une des meilleures équipes de la Ligue, je pense qu'ils vont gagner le match numéro 2, donc ce sera 1-1, mais ça ne m'étonnerait pas qu'après, ce soit bang, 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 puis que ce soit fini en 5, puis c'est une cote de 4,75 quand même. On a le même scénario. C'est aussi ce que je pense qui va arriver. OK. Ça, c'est les Panthers c'est les vont équipes. rentrer à la maison, lancer des rosses à la glace, puis... Let's go. Let's go, Brad Marchand, hein? Ce qui est rendu populaire. Maintenant qu'il ne porte plus le chandail des Bruins. C'est drôle. C'est drôle. On en reparlera peut-être. The Florida Man. Exact. Le Conn Smythe, maintenant, on a parlé d'évolution cette semaine et de mise à jour pour bien des dossiers là, avec le repêchage, avec les équipes et la Coupe Stanley. Regardez donc ça. Hein? Le Bob qui fait son arrivée en courant. Ben oui, il n'était pas dans nos 4 favoris la semaine dernière. Et là, il y a une cote de 6. Évidemment, Freddie Anderson a baissé un peu parce que son équipe tire de l'arrière de 6,50 à 8, mais il est encore dans le top 4. C'est Leon Draisaitl qui est sorti du top 4. Et bien sûr, avec l'avance des Stars de Dallas, Mikko Rantanen a fait un saut de grenouille par-dessus Connor McDavid. Et là, en ce moment, avec un retard d'un match à 5,25, c'est quand même une cote... Là, je trouve que c'est une cote intéressante pour Connor McDavid, si jamais vous ne l'avez pas encore pris. Là. Et sinon, Ouais, vas-y. le Bob est-il vraiment le favori des Panthers? C'est une bonne question. Tu sais, pour le moment, tu sais, les Panthers, là, ils ont gagné avec beaucoup de joueurs différents. On peut pas dire que Barkov a un énorme parcours éliminatoire. Même chose pour Matthew Tkachuk. Tu sais, c'est le 3e trio. Puis sinon, est-ce que tu irais avec un Sam Bennett à 35 fois la mise? Te souviens-tu, les deux parcours, les 2 victoires en 2016 puis 2017 des Pingouins, on n'avait aucune idée qui allait le gagner. Puis finalement, les 2 fois, on l'a donné à Sid. Si les Panthers gagnent la Coupe cette année et que c'est pas encore un cas de Connor McDavid de gagner dans une cause perdante, là, écoute, t'as 8 gars à 10 points. Ouais. L'écart entre le meilleur pointeur des Panthers et le 8e est de 3 points. Hey, c'est Luostarinen qui est à 13 points en 13 matchs. C'est le seul. C'est ce trio-là. Luostarinen avec Marchand et Lundell, c'est le trio qui a marché. Qui a marché depuis le début des séries. Puis, même le 4e trio, il marche chez les Panthers. Fait que quand je dis que les gros canons le font pas, puis à la limite, je veux rajouter un nom dans la conversation qu'on n'a pas nommé encore. Puis tu as parlé de Connor McDavid, la cote est super belle. Mais Léon a 12 fois la mise, là. Tu sais, oui, on a entendu beaucoup de bruit sur Léon, mais il reste la moitié du chemin à faire pareil. Je vois mal un scénario dans lequel... À ce stade-ci, je pense que Léon aurait déjà dû en faire beaucoup plus, puis il en fait déjà beaucoup, pour être là. Mais peux-tu imaginer un instant, OK? Si... fallait que... J'ai failli dire un mot qu'il faut pas. S'il fallait que le Moses de Brad Marchand gagne le Conn Smythe, c'est quand la dernière fois qu'un joueur acquis pendant la saison aurait gagné le Conn Smythe? Oh man, ça c'est une bonne question. Parce que moi, là, j'ai pas souvenir de ça, puis je suis capable de te nommer là, tous les gagnants du Conn Smythe jusqu'à minimum au début des années 2000. Là. Fait que je suis convaincu, puis je regarde, là, c'est effectivement aucun de ces joueurs-là. Qui à la date limite des transactions? Parce que O'Reilly l'a gagné sa première année avec les Blues, mais il était acquis pendant l'été. Il était là toute la saison. OK, tu peux un peu tricher, si on veut, en se disant qu'un joueur qui n'a pas été important dans la saison l'a gagné, Cam Ward, mais il a été là toute l'année, c'est juste que c'était le réserviste. Ça, c'est pas une acquisition de... Hey, écoute, Claude Lemieux en 95, il est arrivé quand au New Jersey, lui? C'est une... Non, il était là depuis quelques années. Il était là depuis quelques années. J'ai fait le même exercice. Je me disais Nieuwendyk quand j'ai vu son nom, mais Nieuwendyk aussi était là depuis une couple d'années aussi, là, parce que c'est la transaction de Jarome Iginla. Jarome Iginla, au repêchage. 95. Écoute, je suis rendu dans les années 90, puis là, il faudrait vraiment rechercher chaque joueur individuellement. Moi, je suis rendu dans les années 80, Max. Ouais, moi aussi, parce que je suis rendu en 90 à Bill Ranford. Les années 80, oublie ça. C'était les Highlanders. Ça a été fin 70 Canadiens, après ça a été Highlanders Oilers. Fait que le Conn Smythe dans les années 80. Je dois confesser qu'à un trivia, j'aurais pas su que Bill Ranford avait un des Conn Smythe pour les Oilers. C'est quand même fou, hein? J'aurais pas su. C'est la fameuse coupe où tout le monde pense que c'est Messier qui l'a gagné. Ça aurait été ça mon guess, mais non. Parce que
Je savais que Gretzky en avait juste 2, fait qu'il fallait 2 autres joueurs pour les 2 autres. Là. Mais ce que je savais pas, c'est que Ron Extall en a gagné un, fait que c'est pour ça que Messier en a pas 2, probablement. Ouais. C'est en 87. Écoute, je pense que c'est honnêtement, moi je suis rendu dans les années 70, puis si jamais vous. Puis le trophée Conn Smythe date des années 60, là, c'est Jean Béliveau le premier à l'avoir gagné. Fait que je me demande si c'est déjà arrivé pour vrai. Je vais vous revenir avec la réponse. C'était une première avec Brad Marchand. Pour les gens qui se posent ça la question. Arrivera pas. Ben non, mais c'est ça. C'est drôle, là, mais Marchand a une cote de 20. Cote de 20. Ça, il faut que les Panthers passent les Hurricanes, il faut que les Panthers gagnent la coupe ou du moins qu'ils se rendent loin puis que ce soit un super parcours éliminatoire aussi, même en finale pour Brad Marchand. Là, mais tout ça pour dire que ça bouge pas mal avec le Conn Smythe. De toute façon, on va faire des comptes rendus comme ça, des petites mises à jour à chaque semaine. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en dis? C'est important. Oui, pendant que je faisais ce petit graphique, je me disais, je vais faire ça pour les prochaines semaines. C'est très bon. C'est un beau petit graphique. C'est très bien. On a un petit graphique aussi pour terminer avec un petit clin d'œil, vu que ça a été une semaine riche en actualité dans la NFL, entre autres en raison du touche-push qui continue dans la NFL. Hein. Il manquait 2 votes pour le bannir. Belle nouvelle. Belle nouvelle. Ouais, c'est une grosse nouvelle qui a fait beaucoup de bruit pour un jeu qui est utilisé seulement 0,28% du temps dans la NFL. Mais en tout cas, on ne fera pas un long laïus là-dessus, là, mais c'est parce que si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait et tout le monde le ferait avec autant de succès que les Eagles de Philadelphie. Fait que dans ce temps-là, quand une équipe trouve quelque chose qui fonctionne et que personne n'est capable de le répliquer, ben honnêtement, c'est votre problème. Fait que non. Oui, ben, il y a 2 équipes qui l'utilisent. C'est les Eagles et les Bills. Le reste, ils le font pas. Là. Fait que ouais, puis même les Bills ne l'utilisent pas avec autant de succès que les. Parce que Josh Allen, il est tellement. Tu sais, pour ça, là, ça te prend. C'est plate, là, mais ça te prend Jalen Hurts. Ça te prend un corps plus petit qui a donc un centre de gravité plus bas, mais qu'aussi, tu sais, Jalen Hurts, il squatte, je pense, 600 livres la dernière fois que j'ai vérifié. Plus que Saquon. Non, c'est fou. Fait que ça, tu sais, c'est plate, là, mais ce serait en vouloir à un gars qui a un skill set très précis. Fait que. Ouais, mais c'est ça qui a retenu, puis ça a pris Jason Kelce en plus à la réunion pour essayer de convaincre les propriétaires. Et aussi, on a su dans la NFL qu'il s'en allait aux Jeux olympiques de 2028 en flag football. Tout ça pour vous dire que j'ai bien hâte de voir, mettons, Pat Mahomes lancer un ballon à Justin Jefferson. Mais on va parler de football parce qu'il y a les premières cotes également, Max, pour la prochaine saison, maintenant qu'on en connaît un petit peu plus sur les différents alignements dans la NFL. Et les totals de victoires sont sortis, Gonzo. Alors, je me suis amusé. Je me suis amusé avec les totals de victoires. Donc, j'ai regardé les équipes qui devraient le plus s'améliorer pour atteindre le total de victoires établi la saison prochaine. Donc, pour ceux qui écoutent en format vidéo, la colonne de gauche, c'est le total de victoires établi pour la prochaine saison. La colonne de droite, c'est le nombre de victoires qu'ils ont eues en 2024. Donc, les 2 équipes qui devraient avoir la plus grosse amélioration, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et, à égalité, les Niners de San Francisco. En pourcentage de victoires, ce serait les Pats, là, parce qu'il faudrait qu'ils doublent leur total de victoires. Donc, les Pats, l'an passé, 4 victoires, total de victoires, 8,5. Les Niners, l'an passé, 6 victoires. Cette année, 10,5. Mais dans le cas des Niners, je pense que c'est plus... On s'attend à une correction. Là. L'an passé, c'était un peu une anomalie, là, la mauvaise saison des Niners. Ben, les Niners ont le calendrier le plus facile de la NFL. Les opposants des Niners cette année, là, au niveau des matchs là, contre qui ils jouent, c'est un pourcentage de 410 ou 415 dans ce coin-là. Là. C'est le calendrier des joueurs, par facile. contre. Oui. On a perdu des joueurs. On a payé Brock Purdy. T'as payé Brock. T'as payé Brock. Je l'ai ici. OK, je viens de le trouver. Les Niners, calendrier le plus facile. Le 2e le plus facile, les Saints. Le 3e plus facile, les Pats. Et ensuite, les Titans et les Panthers. Tu vois, donc les Pats, est-ce que Drake May va faire doubler? Est-ce que le changement de coach va faire doubler? Les Saints, par contre, ça ne change rien. Ils ne seront pas bons. Non. Parmi les autres équipes qu'on s'attend à des améliorations, Jacksonville, 4 victoires l'an passé, total à 7,5. Chicago, 5 victoires l'an passé, total à 8,5. Et Cleveland, l'an passé, 3, total à 5,5. Moi, je pense que San Francisco peut aller au-dessus de 10,5. Je pense que Jacksonville peut aller au-dessus de 7,5. Hey, moi, les Niners, je t'arrête, mais non, je ne suis pas d'accord. Non? C'est beaucoup, 11 victoires, Max. San Francisco. 11. Oui, mais tu as perdu des morceaux pareils. Je sais, mais dans une NFL maintenant à 17 matchs, je trouve encore que les éléments les plus importants sont là. Je crois encore en Kyle Shanahan. Moi, je pense vraiment que l'an passé, c'était une anomalie. Ça dépend. En fait, les Niners, c'est une chose. La santé. Exact. Il y a tellement eu de blessures à toutes les positions l'année passée. C'était fou. Là. C'est parti avec CMC.
tu as eu du Debo, tu as eu du Trent Williams. Tu en as eu des deux bords, là. Ligne offensive, ligne défensive, tu as eu partout. Fait que c'est tough de pouvoir évaluer. La bonne nouvelle pour ceux qui pensent que ça va être 11, c'est qu'ils ont le calendrier le plus facile. Je pense que les Pats vont passer proche. Je ne sais pas encore s'ils vont atteindre le 9, là, mais je pense qu'ils peuvent passer proche. En raison de quoi? De la faible division? Calendrier, amélioration, Drake May. Je trouve qu'on a fait des bonnes acquisitions aussi. Je dis ça, mais en même temps, est-ce que Stephon Diggs est encore le receveur qu'il était? Est-ce qu'il a toute la tête là? C'est des bonnes questions à se poser, là, mais bon. Et à l'inverse... Les Bears, c'est une grosse division. Ouais, c'est surtout ça. À l'opposé, les équipes de qui on s'attend au plus gros déclin. Les Vikings, de 14 victoires l'an passé à un total de 8,5. On dirait que la réaction initiale est de se dire, ben oui, je veux dire, la perte de notre corps arrière et tout ça, mais est-ce que Kevin O'Connell va encore faire des miracles avec, cette fois-ci, J.J. McCarthy et en faire de lui un bon corps arrière tout de suite en partant? Possible, mais en même temps, j'ai le goût de te dire, puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai dit les Bears, mais j'ai des réticences à cause de la division. C'est ça. Tu sais, la division fait en sorte que tu te dis, OK, les Lions vont être bons, les Packers vont être bons. Tu sais, c'est beaucoup à en mettre sur J.J. McCarthy. C'est une bonne équipe, là, les 8,5, c'est bas. Mais 8,5, c'est bas. Je me serais attendu à 10,5. Un 9-8 là, pour les Vikings, là, moi, je peux aller avec un over de ça. Les Lions, de 15 à 10,5. Moi, c'est... Donne-moi ça. Donne-moi le over tout de suite, les Lions. Ben oui, donne-moi le over tout de suite. Moi, j'allais dire, je m'attends pas à une autre saison de 15 victoires des Lions, mais je m'attends pas non plus à une saison de 10 victoires au moins des Lions. Je m'attends au moins à 11-12 victoires des Lions. On est d'accord. Présentement, là, la différence, là, les Lions, ben non, arrête. Là. En plus, l'année passée, tu n'avais pas Aiden Hutchinson qui était pas. Non, moi, je prends les Lions à 11 victoires. Est-ce que Kansas City, finalement, a un déclin cette année? 15 victoires l'an passé, 11,5 le total de victoires. Moi, je pense que 11-12, c'est pas mal le bon chiffre. C'est pas mal dessus. Ouais, c'est pas, mettons, quand tu voyais des cotes comme ça, c'est d'essayer d'aller chercher là où vous êtes complètement certain. Ça, c'est comme pas mal là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Vois-tu, Philly, je suis complètement certain que c'est encore au moins 12 victoires. Oui, en raison de la division. T'es pas sûr? En raison de la division. Mais tu vois, je vais faire du chemin sur ce que tu dis, puis je termine avec les Commanders qui sont à 9,5. Ça, j'y vais over aussi. Avec autant de conviction? J'irai avec 10 victoires pour les Commanders. Je trouve qu'on a très bien fait l'année passée. On a quand même fait des bons moves dans l'entre-saison. 9,5, c'est bas. Ouais. J'irai avec un over aussi. Je prendrais over. Je prendrais over pour Philadelphie et Washington. Moi aussi. Dans la même division. Let's go. Hey, sais-tu quoi? En fait, là-dedans, je suis game de tous les overs sauf Kansas City. Donc, Minnesota, over 8,5. Détroit, over 10,5. Philly, over 11,5. Washington, over 9,5. Puis Kansas City, comme je dis, c'est pas que je pense qu'ils vont avoir une énorme chute, c'est que je trouve que le chiffre est parfaitement bien placé. Où je suis comme, mais tu sais quoi, on y touche pas. Je trouve que j'ai pas de jeu. On met pas under, mais on y touche pas. Exact, j'y touche pas. C'est parce que les autres équipes, je trouve que j'ai un jeu. Tu sais, je m'attends à au moins 2 ou 3 victoires de plus que ce qui est établi. Fait que s'ils ont même 2 victoires de moins que ce que je m'attends, j'ai quand même mon over. C'est Kansas City, je m'attends peut-être à un 12-5 de Kansas City l'an prochain. Mais moi, je suis en train de me dire, si on est tous d'accord là-dessus, là, ce qu'on devrait faire, c'est de faire un combo. Avec tous les overs qu'on a dit. Est-ce qu'ils se combinent, par contre, c'est à vérifier des fois, c'est pas tout qui est disponible en combo. C'est vrai que les paris simples, des fois, c'est pas... Ouais, c'est ça. Il faudrait vérifier. Mais je vérifierai. On pourra peut-être le faire parce que ce serait vraiment drôle sinon. Hey, ça serait bon, ça. L'an prochain, il faudrait faire ça. Au début de l'année, là, tu le fais et tu dis OK, let's go, parce que là, on a commencé, mais pour la NFL, là, jusqu'à présent, c'est juste vraiment le. Ah non, on a les gagnants du Super Bowl et tout le reste. Le combo NFL du combo. J'essaie de voir. On avait les Niners, on avait les Vikings. Ah non, ce n'est non, pas moi aussi. Je suis en train d'essayer de combiner des affaires. Puis... Mais peut-être que si on propose à mise au jeu l'idée d'un méga combo over-under NFL, donc, je lance l'idée comme ça. Le méga combo NFL. On va essayer de travailler pour vous, OK? Puis on vous amènera un méga combo NFL, comme ça, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Merci beaucoup. Encore une fois, faites-vous un beau budget. Vous le savez, c'est un jeu. Ça reste un jeu. N'essayez pas d'effacer vos pertes à travers tout ça. Merci d'être là semaine après semaine et de participer et d'être de plus en plus nombreux. On vous le dit souvent, mais pour vrai, on est vraiment comme... On veut vous dire merci pour vrai. C'est cool. On a du fun à faire ce show-là, puis on est content que vous puissiez embarquer dans ce trip-là. Max, bon week-end. Toi aussi. Amuse-toi. Pareillement. C'est important de s'amuser. Un autre maudit week-end gris, mais bon.
Je suis un peu Vrai, tanné. tu veux pas te faire caller un vet, mais tu fais des calls de météo, man. Ouais, mais c'est très très rare que je fais des calls de météo, mais là, 2 semaines de suite, là, j'ai même Tu allais pas jouer pu au avoir. golf, c'est ça? J'ai même pas eu une petite soirée où je peux aller pratiquer ma swing. Ouais, mais moi, regarde, toutes les pratiques de soccer sont annulées presque dans la famille, puis Bon. je peux pas jouer à la balle, je peux pas rien Bon. faire non plus. Bon. Fait que Voilà. je me joins à toi, là. Bon, merci. OK? Doigt d'honneur Grinchon. à la pluie. Doigt d'honneur Voilà. à la pluie. Allez dehors, profitez-en. Mais vous regardez le combo avant, par exemple. Ou sinon, Voilà. vous l'amenez dans vos oreilles. Et voilà. Mais pas en On est conduisant. correct. Ben, Exact. en conduisant dans les speakers, pas dans les oreilles. Ça finit-tu ce show-là ou ça finit pas? Ça finit Ciao. pas. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.